Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est André Cousineau. Je suis membre de l'atelier depuis plusieurs années et j'ai fait un projet il y a quelques années concernant des, les femmes du quartier de Mercier. Et je cherchais une participante qui serait la huitième des femmes. Ça s'appelait 8 femmes pour le 8 mars. Alors, je suis tombé par hasard sur la page Internet de, des Dames d'Alcantara. Et alors, sur l'histoire de Carlos, ça esquissé rapidement. Alors, ça m'a donné l'idée de faire, de l'utiliser, elle, comme huitième participante. Et de là est née l'idée, après quelques temps, après discussion, d'écrire quelque chose sur l'histoire de Carlos d'Alcantara. Donc, à partir de lui, qui arrive au Canada, et jusqu'à les Dames d'Alcantara. Donc, la filière, on va voir tout à l'heure, qui part de Carlos, ensuite qui passe à Joseph, son fils, Marcel, son petit-fils, Micheline, et finalement Danny Gaudet, là, qui est propriétaire de la boutique, là, les Dames d'Alcantara. Alors, je devais donner cette conférence-là en deux parties l'année dernière, au mois de mai ou juin, mais la COVID nous a empêchés de le faire là, pour le groupe de Robert Carrière. Alors, donc, on commence donc l'histoire de Carlos d'Alcantara. Ça commence en France et en Belgique. Alors, donc, bien, ça marche, je ne vais pas avancer. Et je pèse dessus. Ah. Alors donc, on commence pour la construction du château de Lembeck. C'est une petite ville dans la partie de la Belgique qui s'appelle les Flandres. Alors, ça commence à Gand. Il y a un marchand qui s'appelle Guillaume Champ d'Avechout, qui est l'arrière-arrière-grand-père maternel de Carlos d'Alcantara, qui est un riche marchand. Et vers 1785, il va faire construire le château de Lembeck et qui est on va voir des images plus tard, donc c'est un château qui est bâti sur les ruines d'un château médiéval. Donc, le château est bâti vers 1785. Alors donc, une image de carte postale du début des années 1900. Vous allez voir que le château n'a pas été grandement modifié. Vous allez voir des photos plus contemporaines plus tard. Vous allez voir que le château est resté quand même assez bien. Alors donc, la petite fille de ce marchand-là, Ernestine Champ d'Avechout, va marier en 1837 Pierre-Octave d'Alcantara. Alors c'est là, à ce moment-là, en 1837, que les d'Alcantara entrent dans l'histoire du château de Lembeck. Alors, le père d'Ernestine meurt vers 1840 et c'est un riche marchand, avait une très célèbre collection de tableaux avec des tableaux, des peintres flamands, etc. Donc, il va laisser la propriété au frère d'Ernestine et quand celui-ci va décéder, c'est elle qui devient la propriétaire du château et par le fait son mari, donc Pierre-Octave d'Alcantara. Donc, le couple commence à habiter le château autour des années 1840. Alors, il faut dire que la famille d'Alcantara, c'est une famille d'origine espagnole. Ce sont des nobles d'origine espagnole. Alors, il faut savoir qu'autour des années 1500, sous Charles Quint,
La partie qu'on appelle la Belgique et les Pays-Bas, c'est un territoire qui s'appelle les Provinces unies et qui font partie de l'Empire d'Espagne. Et donc, au début des années 1600, cette province-là va se libérer, va devenir autonome. Donc, une partie qui va devenir la Belgique, l'autre partie qui va devenir les Pays-Bas. Et un certain nombre de nobles de la famille d'Alcantara vont décider de s'installer en Belgique et par la suite, là, les rois de Belgique vont les anoblir, les permettre de transmettre le titre de comte. Alors, c'est pour ça il y a même une ville en Espagne qui s'appelle Alcantara. Donc, c'est une famille de la noblesse belge, mais une origine espagnole. Alors, voici les armoiries de la famille d'Alcantara. Alors, donc, on trouve toujours à gauche et à droite ici, là, vous avez les deux lions. Alors, donc, si on consulte les livres de ce qu'on appelle l'armorial, vous savez, chaque famille de la noblesse belge a ses armoires. Bon, alors, donc, excusez-moi, j'admets quelqu'un. Ça marche pas encore, là. Ça avance pas. Alors, voici maintenant une photo de Adhémar d'Alcantara, c'est le père de Carlos. Donc, on avance dans le temps. Alors, il se marie vers juste un peu avant les années 1868, on va voir. Donc, Adhémar d'Alcantara et sa femme, Madeleine de Gaudechar, de la noblesse française. Son père était le comte Albéric de Gaudechar. Alors donc, on a la rencontre d'un noble belge et d'une noble d'origine française. Alors donc, en 1868, Adhémar d'Alcantara et Madeleine de Gaudechar vont se marier. À cette époque-là, Adhémar est secrétaire d'ambassade. Alors, il travaille à l'ambassade de Belgique à Paris et il fait l'aller-retour au château de l'Épine qui appartient à la famille de Gaudechar. C'est dans un petit village du département de l'Oise qu'on appelle Warluy. Et c'est donc là que Adhémar d'Alcantara va épouser Madeleine de Gaudechar. Et on va voir que c'est aussi dans ce château-là que va naître Carlos d'Alcantara. Alors donc, Carlos arrive dans ce monde le 9 octobre 1869, c'est un samedi. Et la raison de son prénom, c'est parce qu'il a un oncle qui s'appelle Carlos. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un peu spécial. Peut-être les plus vieux d'entre vous savent ce que c'est un zouave pontifical. Alors, dans les années 1800, entre 1867 et 70, les républicains italiens voulaient unifier toute l'Italie, y compris l'État pontifical. Et pour défendre le souverain pontife, un certain nombre de personnes, y compris des nobles, se sont engagés comme soldats donc pour défendre l'État pontifical. Et Carlos d'Alcantara, le premier Carlos, donc le jeune frère d'Adhémar, en a fait partie. Il était né en 1847 et en 1867. Donc, il va combattre les républicains italiens à Rome. Et lors d'une bataille,
il va recevoir une balle et il va mourir 2-3 semaines plus tard. Et donc, il va mourir à 20 ans seulement. Et je suis à peu près sûr que Adhémar s'est dit, si jamais j'ai un fils, le premier fils, je vais l'appeler Carlos. Alors, voici l'acte de naissance de Carlos d'Alcantara. Donc, j'ai vraiment été chanceux parce que les archives du département de l'Oise pour Warlui n'existent qu'entre 1868 et 1872. Donc, j'ai réussi à retracer le mariage d'Adhémar et de Madeleine, mais aussi l'acte de naissance de Carlos. Vous voyez ici, là, son nom au complet, le Carlos Marie Pierre, donc Pierre, le nom de son père, González d'Alcantara, le 9 octobre. Alors, donc, le lendemain, à midi, sa naissance est enregistrée. Vous savez que en Belgique, là, qui avait été conquis par Napoléon, on a imposé le système français, c'est-à-dire que les naissances devaient être enregistrées à la mairie. Alors, on voit que Adhémar ici et le père de Carlos et Albéric de Godechar, le père de Madeleine, sont les deux signataires de l'acte de naissance. Alors, dans sa famille, Carlos est l'enfant aîné. Alors, les deux premiers, ceux qui vont le suivre, c'est Madeleine et Pierre. Madeleine qui va être religieuse, qui va mourir assez jeune. Pierre qui va devenir jésuite, qui va mourir en Inde. Gonzale, c'est le seul autre, à part de Carlos, qui va avoir des enfants. Alors, les d'Alcantara qui habitent, pas à plein temps, là, mais qui sont propriétaires du château d'Avechout à Lembec, ce sont les petits-enfants de Gonzale. C'était le jumeau d'Alphonse. Alphonse va se marier durant la Deuxième Guerre mondiale, il n'aura pas d'enfant. Et le petit Emmanuel ne va vivre que quelques mois. Donc, les deux seuls enfants de la famille qui vont donner des enfants, c'est Gonzale et Carlos. Donc, Carlos, comme c'est le fils aîné, il a comme titre bourgmestre de Lembec, bourgmestre ou maire, là. Donc, les d'Alcantara vont être bourgmestre de Lembec pendant de nombreuses années, jusque dans les années 70-80, où on va fusionner plusieurs villages et ce sera d'autres qui vont être nommés à leur place. Et Carlos, d'après les renseignements qui viennent de la famille, il était responsable de la roseraie. Il y avait une roseraie à côté du château. Il y avait une serre qui était derrière le château. Alors donc, c'était une de ses préoccupations. Et l'avantage qu'ont les comtes d'Alcantara, c'est qu'ils peuvent transmettre, on a eu la permission là, du roi à plusieurs reprises, là, la dernière fois en 1881. Donc, il peut transmettre le titre de comte et de comtesse. Donc, ça veut dire que tous les enfants de Carlos pouvaient recevoir le titre de comte. Évidemment, il a eu 5 garçons. Ce sont tous des comtes et peuvent transmettre aussi. Donc, s'il avait eu une fille à l'intérieur du mariage, elle aurait été une comtesse. Évidemment, la comtesse, en se mariant, elle ne peut pas transmettre elle-même le titre de comte ou de comtesse. Là, ça se perd. Donc, on pense vers 1900. Carlos fait la rencontre de Claire-Laure Catou, selon la légende familiale. Ce serait une ancienne ballerine. Et semble-t-il que c'est l'amour fou. Et rapidement, elle devient enceinte d'une fille qui naît le 12 juin 1901.
sur son acte de naissance, elle s'appelle Lucie Fernande, Lucie avec un Y. C'est le nom qu'on va trouver sur son acte de mariage en 1923. Et lorsque Carlos va se marier, on va voir ça plus tard. Bon, on voit dans les documents qu'on appelle Lucie, L-U-C-I-E, mais dans la famille, son surnom, c'était Lucette. C'est le nom familier qu'on employait pour elle. Alors, donc, c'est une ancienne photo de Claire Lard. Et puis, moi, quand j'ai vu cette photo-là la première fois, je me suis dit, je comprends pourquoi il est tombé amoureux d'elle. Alors, donc, Claire Lard Cato et Carlos d'Alcantara. Là, Carlos se trouve devant une situation problématique. Il ne peut l'épouser parce que c'est une roturière, elle n'est pas de la noblesse, une fille d'un riche marchand, et en plus, elle est fille-mère. Il ne peut pas donner le titre de comtesse à sa fille parce que l'enfant est né hors des liens du mariage. Et donc, ça va causer un différend avec ses parents. J'imagine la scène quand Carlos annonçait à ses parents qu'il était amoureux d'une ancienne ballerine qui, en plus, avait un enfant. Alors, ses parents étaient de très, très fervents catholiques. Dans le château de Lembec, il y a un hôtel privilégié avec une dédicace qui vient du pape Pie IX, que les parents que les grands-parents de Carlos avaient rencontré avec le premier Carlos, donc vers 1867, juste avant que le premier Carlos se meure dans une bataille. Alors, en 1903, il décide d'immigrer au Canada parce que c'est sûr que il n'y a pas une personne, pas un prêtre là, qui aurait marié Carlos, un noble connu en Belgique. Alors, le seul moyen pour lui d'épouser Claire Lard, c'est d'aller dans un autre pays. Il a choisi le Canada. Euh, on va voir tout à l'heure que Carlos avait fait un voyage au mois de mars 1903. Il avait fait l'aller-retour Le Havre, New York. J'imagine qu'il est venu faire un tour à Montréal pour faire du repérage en vue d'une possible immigration. Alors, le bateau va partir du Havre le 29 août 1903 et arrive à peu près une semaine plus tard dans le port de New York. Donc, c'est sur un bateau qui s'appelle la Touraine. Il y avait une grande compagnie qui s'appelait la Compagnie transatlantique qui faisait l'aller-retour entre le Havre et New York. Donc, avec ce bateau-là, la Touraine, puis il y avait aussi le Rochambeau. Donc, c'est un assez grand bateau. On dit qu'à l'époque où Carlos a fait son premier voyage, il y avait 1000 passagers. C'était le seul bateau de la compagnie qui avait un mât, là, que je vous montre. Et il y avait eu un incendie plus tôt dans l'année. Le bateau avait été réparé. Mais donc, c'est un bateau transatlantique là, assez important. Ici, vous voyez l'affiche. Bon, c'est sûr que c'est écrit tout petit, là, mais on voit ici le nom C d'Alcantara, Madame C d'Alcantara, Lucie, et on voit aussi que Carlos avait engagé une bonne, j'imagine, pour s'occuper de l'enfant. Et on voit qu'ils viennent de France et de Belgique, là. Mais disons que pour Carlos d'Alcantara, on met France parce qu'il est né en France. Et ici, dans la colonne, là, on indique qu'il est déjà venu aux États-Unis en mars. Alors donc, on a la preuve que
Carlos est venu faire un tour ici avant, j'imagine, pour s'informer. Alors donc, la première chose que Carlos va faire en arrivant, c'est d'épouser Claire-Laure. Donc, il va faire ça à l'église Saint-Jean-Baptiste le 21 octobre. Vous avez ici l'église Saint-Jean-Baptiste là sur Rachel et Henri-Julien. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est donc d'épouser Claire-Laure et donner à Lucie le nom de d'Alcantara. C'est comme une adoption automatique. Ce qui est particulièrement fascinant avec ça, c'est que personne dans la famille savait qu'il s'était marié en arrivant ici. Les héritiers, quand on va faire l'inventaire, croyaient qu'ils s'étaient mariés en Belgique en 1899. Donc, c'est très récent là, que l'on sait que Carlos s'est marié ici à Montréal. Donc, au bas de l'acte de mariage, d'octobre 1903, vous avez les signatures. Là. Donc, Carlos signait CT pour compte, là, C. Donc, Carlos d'Alcantara, puis vous avez Claire ou Clara Cato. Donc, on voit que ce sont des gens qui ont une très bonne éducation, avec une signature là, bon, de la noblesse, pourrait-on dire. Alors donc, Carlos ne va pas rester très longtemps dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste. Dès 1904, donc, on va voir qu'il est sur la rue Bourbonnière, donc un petit peu à l'ouest de Pineuf, juste au nord d'Ontario. Et il se dit agent. Bon, est-ce que c'est agent import-export? Est-ce qu'il avait profité de son premier voyage pour établir des contacts? Ça, on fera peu probable qu'on puisse obtenir la réponse à cette question. Alors donc, en 1905, il va s'installer sur la rue Ontario et il va ouvrir un restaurant. Alors, je vais vous montrer une photo actuelle là, tirée de Google. Donc, le restaurant de Carlos était ici, à droite, en bas. Et au début, il va rester au fond, là, souvent comme peut-être vous avez vu parmi les plus vieux, là, il y avait un commerce et dans le fond, il y avait des pièces là, où les gens pouvaient habiter. Alors donc, Carlos ne pouvait pas se permettre de payer un commerce et un appartement. Alors, il y avait un boucher ici et on va voir que quelques années plus tard, Carlos va habiter dans cette partie. C'est sûr que c'est pas ce qu'on avait en 1904-1905, ça a été plusieurs fois rénové depuis le temps, mais c'est à cet endroit-là qui se trouve sur la rue Ontario, juste un petit peu à l'ouest du boulevard Pineuf. Donc, là où il habite, Carlos, il est dans la paroisse de Très-Saint-Nom-de-Jésus. Et les trois premiers fils vont être baptisés à Très-Saint-Nom de Jésus. Donc, Joseph en avril 1905, Jules en 1907 et Jacques en 1909. Donc, le premier a été baptisé dans l'ancienne chapelle là, de Très-Saint-Nom de Jésus, là, dont l'entrée était sur le boulevard La Salle. Les deux premiers, c'est-à-dire, puis le troisième, probablement dans la nouvelle église, là, telle qu'on la connaît actuellement. Donc, voici une photo. Alors, pour les Pessonniers qui sont ici, là, voici une photo de Lucie d'Alcantara, la grand-mère de... Bon, je sais que Lucie de Pessonnier est parmi nous. Là. Alors, voici une photo de ta grand-mère, Lucie, avec Joseph. Donc, c'est une photo qui a été prise probablement vers fin 1906, début 1907. Il y avait un très célèbre duo de photographes
qui s'appelait L'après et la vergne. Alors donc, Carlos s'est rendu avec les enfants pour se faire photographier. Je vais montrer plus tard une autre photo de Joseph avec son père qui était prise au même moment. Alors, c'est évident qu'à cette époque-là, on ne sourit pas sur les photos parce que ça risquerait d'être flou si on esquissait un sourire. C'est comme les photos actuelles de passeport. Donc, une photo de Jules prise dans les années 30 là, lors de mariage et Jacques vers la fin de sa vie, donc Jacques d'Alcantara qui a terminé sa vie, on va voir plus tard, dans les cantons de l'Est. Donc, Carlos va, entre 1905 et 1910, avoir un restaurant. Il y a un an, le rôle d'évaluation nous dit que c'est une épicerie, mais c'est au même endroit, avec un ou deux employés, on dit. Mais ce que j'ai réussi à découvrir, c'est que probablement que Carlos avait connu des difficultés financières ou qu'il avait fait des mauvais placements. Toujours est-il qu'il va devenir un ouvrier de la chaussure et c'est le recensement de 1911 qui nous donne cette information-là. Ce qu'il y a de particulier avec ça, c'est que ça a été un secret bien gardé. Il n'y a personne, à ma connaissance, qui connaissait euh, cette information-là. Alors donc, on voit qu'il travaillait, on a comme information qu'il travaillait 60 heures, 52 semaines par année, et que l'année, 1910, il aurait fait autour de 1300 $ pour l'année. Alors donc, j'imagine que personne de sa famille en Belgique savait euh, qu'il était ouvrier de la chaussure et ses enfants non plus ne connaissaient pas cette information-là. Alors donc, en 1911, il va déménager dans Viauville sur ce qui s'appelait à l'époque la 5e avenue, aujourd'hui la rue Sicard. Alors, une des deux maisons que va vivre, c'est au rez-de-chaussée ici, là. C'est une maison caractéristique de Viauville. Vous voyez la façade en pierre grise, là. Donc, il va, avant de déménager à Longue-Pointe, il va habiter à deux endroits sur la rue Sicard, tout près de l'église Saint-Clément de Viauville, qui était sa paroisse à ce moment-là. Et à Saint-Clément, il y a les deux derniers fils qui vont naître, Paul en 1911 et Pierre le plus jeune en 1914. Alors, Paul, bon, j'ai pas de photo plus jeune, mais c'est une photo qui était prise dans les années 30 là, devant la maison paternelle avec sa conjointe. Et Jacques, le plus jeune des cinq frères. Excusez-moi, je vais admettre un certain nombre de personnes. Excusez-moi. OK, on continue. Donc, alors, donc, un des grands, euh, disons, étapes importantes, une des étapes importantes dans la vie de Carlos, c'est l'ouverture du marché Maisonneuve en septembre 1940. Alors, j'ai l'impression qu'il n'avait pas perdu son rêve
de cultiver ou de vendre des légumes et des fleurs. Excusez-moi, est-ce qu'on... Il est vraiment pourri comme animateur. Merci, madame. Donc, il va ouvrir... est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Donc, il ne fera pas partie des premiers locataires du marché Maisonneuve. Alors, le marché Maisonneuve, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est ouvert en septembre 1914, mais c'est un marché principalement de bouchers. Il y avait l'avantage d'avoir des frigos. C'était le premier marché public de la région de Montréal qui avait des frigos, mais c'était évidemment des frigos surtout à l'usage des bouchers. Il y avait un certain nombre de vendeurs de fruits et de légumes, dont va faire partie Carlos d'Alcantara à partir de février 1915. Alors, lors d'une pétition qui va être signée par un certain nombre de marchands de bouchers, euh, lors de l'existence du marché Maisonneuve. Alors, une pétition pour se plaindre du renvoi du clerc du marché, celui qui était responsable des étables. Alors, on voit, il y a une liste beaucoup plus longue que ça. Donc, on voit le nom de Carlos d'Alcantara avec ces deux étals, 26 et 27. Euh, donc, c'est pendant ce temps-là, donc il va y avoir un comptoir, deux étals, donc au marché Maisonneuve. Euh, la caractéristique, s'il y avait de très longues heures d'ouverture. Alors, à la fin, là, vers les années 1917-18, juste au moment où, juste un peu avant l'annexion de Maisonneuve, le marché est ouvert de 6 heures du matin à 18 heures du lundi au vendredi et de 6 heures à 23 heures le samedi, les veilles des fêtes comme Noël et Jour de l'An. Donc, ce qui faisait un total de 17 heures le samedi, les veilles de fête. Et euh, la première année, ça va même commencer à 5 heures du matin. Ça veut dire que le samedi, Carlos se tapait une journée de 18 heures. C'était quand même assez exigeant comme travail. En 1917, alors qu'il est toujours au marché Maisonneuve, il projette de visiter sa famille. Alors, au début, on croyait que Carlos était retourné, parce qu'effectivement, il est retourné dans sa famille. On croyait qu'il était retourné en 1917. Il aurait pu traverser en France avec le même bateau qu'il avait pris en 1903, sauf que la Belgique est occupée, la partie qui est habitée par sa famille, c'est dans la partie ouest de la Belgique, et c'est une, euh, une partie donc qui est occupée. Donc, ça aurait été impossible pour lui de pouvoir voir ses parents. Alors donc, son projet est retardé et ce n'est qu'après la Première Guerre qu'il va pouvoir réaliser son rêve. Donc, alors, au début mai 1919, vous savez qu'à l'époque, bon, c'est resté longtemps comme ça, les gens déménageaient le 1er mai au lieu du 1er juillet comme aujourd'hui. Alors, il va déménager à Longue-Pointe, mais pas dans une maison qu'il va acheter, donc une maison qu'il va louer. C'est une grande maison qui était à peu près
devant ce qui va devenir la rue Bellerive et qui est du côté ouest de Pierre-Bernard, là où se trouve actuellement le parc Clément-Jeté. Alors, vous voyez ici là, la maison telle qu'elle existait en 1923. Donc, c'est Joseph qui est posé ici devant la maison. Donc, il va habiter cette maison-là de 1919 jusqu'à 1925, moment il va acheter la maison Pierre-Bernard. Donc, son projet, lui, c'est de cultiver des fleurs, des légumes et des melons. On va voir que au sujet des melons, là, comment ça va se traduire. Alors, quand on est à l'extérieur, quand on ne peut pas disposer de serre, on utilise des semis et ensuite on transplante ça dans ce qu'on appelle les couches chaudes. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça. Donc, c'est des couches chaudes, ça se prépare au mois d'avril, on gratte la neige et on met un mélange de paille et de crottin de cheval. Alors, 2 parties de paille pour une partie de crottin pour ceux qui veulent connaître la recette. Et donc, on étend ça au fond d'un grand cadre de bois et on va mettre par-dessus un grand châssis avec des vitres doubles. Donc, pour concentrer les rayons du soleil, donc parce qu'on est à la fin de l'hiver, au début du printemps. Et quand le temps le permet, on peut ouvrir les châssis. On a un petit bâton là, pour que ce soit pas trop chaud. Alors donc, on utilise la technique des couches chaudes dans les endroits du monde où on on n'a pas une saison 365 jours, une saison où on peut cultiver. Alors donc, de mi-mai à fin juillet 1919, il va faire un voyage en Belgique. Donc, fin juillet 1919, donc on est après la Première Guerre mondiale, mais aussi, il va sûrement être alerté pour le voyage. Peut-être qu'il voulait faire le voyage à l'automne 1919, mais en avril 1919, son père meurt, donc j'imagine qu'il va recevoir un télégramme pour lui annoncer son décès. Alors, j'imagine qu'il va précipiter son voyage en Belgique. Et donc, le projet de Carlos, c'est d'obtenir de l'argent pour son projet de serre. Et évidemment, de rendre hommage à son père, parce que, entre le moment où son père va décéder et son arrivée à Lembeck, le père est enterré depuis un certain nombre de temps. Alors, donc, c'était le but de son voyage. Et il va ramener une certaine somme d'argent. Alors, on raconte que en arrivant, il va faire sa demande. Semble-t-il qu'on va vendre un bâtiment qui aurait été sur la propriété du château. C'est une immense propriété avec, il y a deux fermes qui font partie du terrain du château. Donc, c'est assez grand. Et il va ramener des graines de cantalou et de melon noir des Carmes. Quand je parle de cantalou, je ne parle pas de melon brodé, parce que le melon brodé, le véritable cantalou, c'est 2 variétés de melons avec une pelure semblable, une chair orangée, mais c'est 2 variétés différentes. Alors, les Français appellent ce melon-là le melon charentais ou le melon de Cavaillon. Et le melon noir des Carmes, là, c'est un melon avec une chair orangée, mais la pelure est vert foncé. Can you do mom a favor? Yeah, what? Et Hang some drapes. You should be taking that. donc,
Donc, je vous montre des images. Donc, vous avez ici, là, c'est très semblable, le cantalou au melon brodé. Vous voyez la pelure. Et le melon noir des camps, vous voyez, c'est vert très foncé, presque noir. Donc, il va être le premier à introduire ici, dans la région de Montréal, à introduire la culture de ces melons. Alors, ce qu'il va utiliser comme stratégie, c'est que les melons, il ne va pas les vendre au marché pour ne pas que des gens puissent faire sécher les graines puis les cultiver à leur tour. Alors, ce qu'il va utiliser comme stratégie, c'est euh, de vendre ces melons-là à des grands hôtels de Montréal. Alors, comme le Ritz-Carlton, l'hôtel Mont-Royal. Donc, il va vendre ça aux cuisiniers de l'hôtel. Donc, il va avoir un produit exclusif. Donc, pendant quelques années, il va garder le contrôle, donc l'exclusivité de ce melon-là. Donc, c'était un produit fin là, pour ces grands hôtels de Montréal. Et il y avait, on va voir que Carlos avait 2 grainotiers, donc ceux qui lui vendent des semences. Alors, le principal, c'était Dupuis et Ferguson. J'ai trouvé l'information dans son inventaire de biens après décès, donc qui a existé pendant très longtemps. Et heureusement, j'ai réussi à retrouver des catalogues sur un site Internet entre 1919 et 1922. Donc, exactement, 1919, c'est l'année où Carlos déménage à Long Point. Donc, je pourrais dire que Carlos a probablement feuilleté ce catalogue-là et acheté des semences de Dupuis et Ferguson pour cette saison-là. Un deuxième qui va entrer en concurrence avec Dupuis Ferguson, ça va être la semence supérieure, alors qu'il y avait son bureau à Place Jacques-Cartier. Malheureusement, il n'y a pas de catalogue d'époque qui existe, mais ce semencier va disparaître avec la crise économique. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il vend ses melons dans les restaurants des hôtels et le reste de ses produits au marché Maisonneuve. À ce moment-là, il est seul à vendre ses produits. On va voir que ça va changer comme situation plus tard. Donc, il loue un étal à la journée pour vendre ses produits. Maintenant, quelques mots on passe à l'année 1922-23. Alors, Lucie d'Alcantara, Lucie Fernande Cateau, de son nom d'enregistrement de naissance, là, elle devient majeure. Donc, 1922, elle devient majeure et on va voir qu'elle habite Maisonneuve sur son acte de mariage. Là, on va voir tout à l'heure, en 1923, on dit qu'elle est de la paroisse Très Saint-Nom de Jésus. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, en étant majeure, elle va habiter Maisonneuve. Elle peut peut-être travailler dans une usine de chaussures. C'est ce qu'on peut présumer. Et elle va faire la rencontre de Pierre de Pessigny, alors qui est un peintre à l'époque, et la famille de Pessigny. Donc, ce que je peux dire, c'est que elle est d'origine belge comme Carlos. Les de Pessigny, avant, ça s'écrit DE, comme la particule noble, un espace, pi majuscule. Donc, ça vient de la banlieue de Bruxelles, Molenbeek, plus précisément. Alors, Pierre avait un frère qui était conscrit dans l'armée et on a retrouvé des fiches qui démontrent que, on peut voir qu'il nomme Auguste comme père. Alors, donc, on sait que c'est le frère de Pierre et qu'il vient de Belgique. Alors,
Pierre de Pessemier, qui a 13 ans de plus là, que Lucie à l'époque. Donc, les deux se marient le 30 juin 1923. Mais ce que j'ai pu conclure, c'est que c'était ce qu'on euh, on appelait dans le temps un mariage obligé. Parce que le premier fils du couple va naître au début décembre, François de Pessigny. Alors, elle était enceinte de quelques mois. Elle était enceinte de quelques mois, de 2 ou 3 mois, au moment où elle s'est mariée. Et ce qui est plus euh, intéressant avec ça, c'est que dans l'acte euh, de, de mariage, on dit qu'elle est fille de feu Claire-Laure Catou. C'est assez étrange. Il n'y a pas de signature de Carlos non plus. Son témoin, c'est un ami de Pierre. Alors, je ne sais pas si, bon, elle s'est disputée avec ses parents du fait qu'elle était enceinte ou elle a caché son mariage. Bon, l'histoire ne le dit pas. Mais donc, elle se marie le 30 juin 1923. Le couple va habiter juste à côté du poste de pompiers, les Tourneux et Notre-Dame, puis ensuite va déménager dans l'Empointe. Donc, voici une photo que Lucie de Pessemier nous a transmise, là, qui montre sa grand-mère ici, avec Pierre de Pessemier, donc qui ont été photographiés au parc Dominion. Donc, le parc Dominion qui était là où se trouve le centre d'entraînement des pompiers sur Notre-Dame, à peu près à la hauteur de Aigle. Donc, c'était un endroit très, très populaire. Alors, probablement, cette photo-là aurait été prise en 1922. Là, il y avait il y avait des possibilités de prendre des photos. Alors, c'est un parc d'amusement. Il y avait un, un manège qui ressemble étrangement à ce qu'on a appelé à la ronde la Pitoune. Il y avait les montagnes russes, etc. Il y avait toutes sortes d'exhibitions, bon, toutes sortes de choses. C'est un parc très, très populaire. Et on pouvait partir de Maisonneuve, puis avec le tramway sur Notre-Dame, il y avait un arrêt juste devant le parc. C'est très facile d'accès. Donc, on revient à Carlos. 1925, ça fait 6 ans qu'il est du côté ouest de la rue Bernard. Et il veut s'acheter une terre parce que son rêve, c'est de construire des serres. C'est beau utiliser des couches chaudes, là, mais il ne pouvait pas cultiver autant de fleurs et de légumes qu'il pouvait avec un terrain à l'extérieur. Alors là, il veut acheté un terrain pour cultiver des fleurs et des légumes en serre. Et grâce à une information que Marcel d'Alcantara m'a donnée, j'ai pu trouver dans un contrat notarié qu'il va acheter un terrain, tout le quadrilatère entre Polpeau, Taillon, Bellerive et Notre-Dame. Il va faire une promesse d'achat en juillet 1925 et il va l'acheter officiellement en septembre 1925. Donc, j'ai un plan pour vous. Donc, tout ce quadrilatère-là, sauf le terrain qui est ici au bout là, de Taillon, il y avait une maison là, ça ne comprenait pas ce lot-ci. Alors, donc, il achète le terrain, il commence à construire la base des 2 serres, il va construire le bâtiment de la chaufferie, mais il va y arriver un malheur parce que la femme de Bernard, celui qui lui a vendu le terrain,
refuse catégoriquement de continuer cet achat-là. Donc, Bernard se voit dans l'obligation d'annuler le contrat et ce qu'il va lui proposer, c'est que le frère de Bernard, Pierre Bernard, qui a été maire de Longue-Pointe entre 1905 et 1910, il était promoteur foncier par la suite, est décédé en 1924 et Bernard, son frère, est l'exécuteur testamentaire. Donc, le quadrilatère Pierre Bernard des Marteaux, Bellerive, Notre-Dame, est à moitié occupé par le château du Péril. Et l'autre moitié est disponible, y compris ce qu'on appelle la maison Brouillet dit Bernard. Donc, il va acheter ce terrain-là avec la maison. Il va y construire 2 grandes serres et une chaufferie. Alors donc, tout cet espace-là ici que vous voyez à gauche, donc ici vous avez la rue Bernard, puis l'ancienne maison était de l'autre côté de la rue Bernard. Et ce qu'on voit ici, c'était en haut à droite, c'était le château du Péril. Alors donc, il y a toute cette partie-là. Vous voyez la maison Pierre Bernard qui est ici, là. Ce terrain-là, 46, là, bon, ça serait une ruelle aujourd'hui. Donc, il va acheter ce terrain-là pour la somme de 9 000 $, ce qui est quand même important pour l'époque, qu'il va payer entièrement. Donc, une photo qui est prise beaucoup plus tard, là, vous voyez la serre numéro 1. La chaufferie avec la cheminée et la serre numéro 2. On voit la maison derrière. Donc, les premières serres donc, sont construites le long de l'avenue Bernard. Juste une idée, donc c'est une photo qui a été prise plus tard, évidemment. Donc, les 2 serres mesuraient 100 pieds de longueur par 25 pieds de largeur. Et donc, c'est un système à l'eau chaude là, qui fonctionne par gravité. Donc, il y a des plus gros tuyaux qui partent de la chaufferie pour aller sous les tables dans les serres pour réchauffer l'air ambiant. Alors donc, ça, c'est une grande serre, la serre numéro 1, qui va servir pour les hydrangées là, plus tard. Donc, il a dépensé beaucoup d'argent pour acheter le terrain et la maison. Il a dépensé beaucoup d'argent pour faire construire les serres et la chaufferie, pour acheter les graines, l'équipement, etc. Donc, en mars 1926, donc quelques mois après l'achat, il va emprunter 6 000 $, donc de Bernard qui lui a vendu la maison et de sa fille qui s'appelle Bella. On va voir que ça va... Bon. Alors donc, voici une photo qui date de 1924 de la maison Pierre Bernard. Donc, vous avez ici, c'est une partie qui n'existe plus, c'est ce qu'on appelait la cuisine. Donc, Monsieur Gingras, il faudrait vous mettre sur mute, s'il vous plaît. Sourdine, s'il vous plaît. Bon, donc la partie de gauche, c'est la cuisine d'été. Et quand, après le départ de Paul, alors la famille de Jules va habiter dans la partie de gauche.
La partie de droite en bas au rez-de-chaussée, ça va être Joseph et sa famille. Et la partie d'en haut, ça va être la famille de Jacques après que Paul et Pierre aient déménagé. Donc, avec l'inventaire, j'ai pu reconstituer les pièces du rez-de-chaussée et de l'étage. Donc, il y avait un salon avec un piano, il y avait une salle de musique avec un gramophone, il y avait un certain nombre de disques. Carlos s'était aménagé un fumoir, puis il y avait son bureau aussi. J'ai pu voir qu'il fumait le cigare. Alors, il y avait un porte-cigare comme élément qui était mentionné dans l'inventaire. Il y avait une petite cuisine. Dans la cuisine, entre autres, on va retrouver la balance dont Carlos se servait quand il travaillait au marché Maisonneuve. Claire s'était fait aménager une salle de couture. Il y avait une chambre en bas aussi. Et à l'étage, il y avait 5 chambres. Il y avait une chambre où il y avait 2 frères, probablement les plus jeunes. Et il y avait une salle de billard. C'est mentionné dans l'inventaire. Alors, probablement à l'été 26, il apprend qu'il a le cancer. Son médecin traitant, c'est le docteur Georges-Henri Lenargan, qui est très connu dans la paroisse, qui habite sur la rue des Ormeaux. Alors, avec le docteur Lenargan, Pierre Bernard, Bernard Bernard, ce sont tous des fondateurs de la paroisse Saint-Bernard, là, qui commence en 1922. Alors donc, c'est le docteur Lenargan qui va devoir le traiter. À cette époque-là, l'Institut du Radium, qui était l'époque plus tard, c'est-à-dire à partir de 1926, là où on trouve la bibliothèque Maisonneuve aujourd'hui, au coin de Pineuf et Ontario, n'existait pas encore. Donc, il n'y avait aucune forme de traitement. Malheureusement, Carlos va apprendre qu'il n'y avait aucune chance de s'en sortir, aucun traitement disponible. Alors donc, voici une photo du docteur Lenargan, qui va être le médecin de famille. Alors, les enfants de Joseph vont être accouchés par le docteur Lenargan. Alors, en septembre 1926, il rédige son testament. Alors, les légataires, c'est pour la moitié sa femme Claire et l'autre moitié les 5 garçons. Dans son testament, il ne laisse rien à Lucie, mais il va faire une recommandation à ses frères de bien s'occuper de leur sœur et de s'occuper d'elle, particulièrement si elle vient en état de pauvreté. Alors, c'est ce qu'il fait inscrire dans son testament. Il meurt le 8 octobre 1926, pardon, à l'âge de 57 ans, la veille de son 58e anniversaire. Alors, il ne se sera occupé des serfs que pendant 1 an. Je vous rappelle que le contrat a été signé le 6 octobre 1925, donc à peine 2 jours de plus qu'un an d'exploitation. C'est pas beaucoup. Les funérailles vont avoir lieu donc le 11 octobre à l'ancienne église de Saint-Bernard et la famille d'Alcantara va acheter un terrain au cimetière de l'Est, aujourd'hui le repos Saint-François d'Assise. Donc, vous le voyez ici, donc Carlos, sa femme, Joseph, Pierre le plus jeune avec son épouse. Alors, c'est tous ces gens-là qui sont enterrés ici. Et il est sur le bord du chemin, on voit à gauche ici, et il n'est pas très loin de là où est enterré Pierre Tétrault, Napoléon Lebrun, etc. Donc, les promoteurs fonciers de Longue-Pointe là, sont tous dans le même coin du cimetière de l'Est. Et donc, sa femme va mourir 3 mois plus tard. D'après ce que m'a raconté Marcel, de ce qu'il a entendu de son père Joseph,
Elle passait son temps à pleurer, elle était complètement dévastée. Et mon hypothèse qu'elle est morte de chagrin. Alors, voyez comme les enfants ne connaissaient pas tous les renseignements exacts, là. On l'a nommé sur sa carte mortuaire Claire-Louise Marie Cateau. Alors, c'est Claire-Laure Cateau. Et on dit qu'elle est décédée à l'âge de 53 ans alors qu'on en avait 54. Donc, il y a un peu de flou là, dans ce que les enfants connaissent de la vie de leurs parents. Donc, vous avez donc Laure Cateau qui décède le 23 janvier 1927. Et donc 3 mois après le décès de son mari, il va aller le rejoindre quelque part au ciel. Donc, pour Claire, ce qui est différent d'avec Carlos, c'est qu'elle n'avait pas fait de testament. Donc, après son état, son décès, selon la loi, ses biens reviennent à ses enfants, donc Lucie et les 5 garçons. Donc, chacun va avoir 1/6 de ce qui lui appartient. Donc, ce que va faire la succession, là, c'est une situation particulière. Il y a Lucie qui est mariée, qui ne vit pas avec les autres. Il y a Joseph qui est le seul enfant majeur. Il a 21 ans. Imaginez, là, il vient de perdre ses 2 parents. Il est le seul enfant majeur. Il faut qu'il s'occupe d'une entreprise. Alors, donc, il y a plusieurs décisions à prendre. C'est un temps assez difficile pour lui. Alors, selon la loi, comme il y a des enfants mineurs, 4 en l'occurrence, on doit nommer un tuteur et ça va être Arthur Dezung, qui était un compatriote belge, c'est un Belge d'origine aussi, et Carlos va le connaître parce que c'est un de ses voisins sur la rue Sicard. Et plus tard, Arthur Dezung va déménager pas très loin de lui, là, pas très loin de l'avenue Pierre-Bernard et Notre-Dame. Alors donc, c'est Arthur Dezung qui va être nommé tuteur avec comme substitut Jules Cateau, qui est le neveu de Claire. Il y a une belle-sœur de Claire qui va immigrer au Canada avec son fils Jules en 1907. Ils vont habiter avec Claire, Carlos et les enfants. Et Jules et sa mère vont être parrain et marraine de Jules d'Alcantara, le 2e enfant. Donc, pourquoi il s'appelle Jules? Bon, à cause de son oncle qui est parrain. Donc, les exécuteurs concernant Claire, c'est Lucie, et concernant Carlos, c'est Joseph. Mais comme les 2 parents sont décédés que des enfants mineurs, là, on doit absolument faire un inventaire. Il faut que Joseph prenne la décision avec le tuteur d'accepter ou de refuser la succession. Donc, s'il accepte, bon, c'est-à-dire que c'est lui qui est responsable des dettes. S'il la refuse, probablement que l'entreprise aurait été vendue à l'encan et peut-être que les enfants auraient été distribués à droite et à gauche dans des familles d'accueil, ce qu'on ne sait pas, là, mais c'est ce qui aurait pu arriver. Donc, une nécessité pour savoir l'étendue des dettes et de l'argent en banque, c'est de faire l'inventaire des biens. C'est un inventaire qui est fait vers la fin mars 1927, en pleine saison, là où on fait les semis. Ce que on va noter, c'est que Carlos avait un important passif. Donc, on oublie pour le moment le 6 000 $ qu'il avait emprunté, mais il devait beaucoup d'argent à la semence supérieure. Donc, l'entreprise qui lui fournissait les graines.
il devait beaucoup d'argent à un monsieur Martineau, pas celui qui vendait du bois et du charbon, là, mais c'est un entrepreneur de Maisonneuve qui l'avait aidé à construire les deux serres et la chaufferie. Donc, il y avait un problème, là. J'ai fait un calcul rapide, là, puis le passif équivalait à une somme de 100 000 aujourd'hui, plus de 100 000 Donc, c'est un important passif avec lequel Joseph se retrouve sur les bras. Donc, pour Joseph, c'est un poids immense. Comme je vous disais tout à l'heure, 21 ans, il est responsable de ses 4 frères. Il faut qu'il remette à flot un commerce. Donc, il décide d'accepter la succession et comme stratégie, il va décider de se concentrer sur les principaux fournisseurs. Donc, comme je disais tout à l'heure, Semences Supérieures, Monsieur Martineau, évidemment les taxes à la Ville de Montréal, parce que vous savez que si on ne paye pas les taxes pendant un certain nombre d'années, la maison peut être saisie. Alors donc, il a probablement eu les conseils de la famille de Monsieur Roulier, qui est un comptable et qui est un ami de Carlos. Alors, probablement que M. Roulier, qui l'a conseillé là, sur la meilleure stratégie à adopter. Je vous signale que si Carlos n'était pas décédé aussi jeune, Joseph se destinait à la carrière de pharmacien. Il avait commencé son cours classique, mais ce que Carlos a décidé de faire au début de l'année scolaire 1926, qu'il a retiré ses enfants de l'école ou du collège, sauf le plus jeune, là, qui avait 12 ans, Pierre. Lui va continuer d'aller à l'école, mais les autres vont arrêter d'aller à l'école pour pouvoir aider Joseph à travailler dans l'entreprise. Donc, en 1929, probablement selon les conseils de M. Roulier, il va faire un emprunt pour rembourser la somme de 6 000 $ qu'il avait emprunté en 1926. Et tout ce qu'il faisait, c'est ne payer que les intérêts 2 fois par année. Et bon, le commerce commence à être redressé. Les frères d'Alcantara peuvent se permettre d'engager un premier employé en 1929, un employé d'origine italienne, Nello Federici. Donc, il va rester à leur emploi pendant plusieurs années. Ce que les 5 frères faisaient, c'est qu'ils s'étaient divisé les marchés, donc marché Maisonneuve, Atwater, Saint-Jacques, Saint-Laurent, Bon Secours, etc. Donc, chacun des frères était responsable. Quand on partait, là, Joseph, puis avant Carlos, avait un camion, donc il faisait la tournée pour déposer chacun des frères au marché. Il devait probablement terminer par le marché Maisonneuve. Alors, c'est Joseph qui chargeait de fournir ses frères si jamais on avait besoin, parce qu'à ce moment-là, il n'allait au marché que le samedi ou dimanche, puis du lundi au vendredi, bien, on préparait la vente des produits pour la fin de semaine. Bon, au milieu des années 30, la période qui vient jusqu'à aujourd'hui, je vais la passer un peu rapidement parce que mon intention, c'était surtout de mettre l'accent sur Carlos d'Alcantara. Donc, au milieu des années 30, Joseph décide d'arrêter la culture de melon et il va, comme beaucoup d'horticulteurs à l'époque, commencer à importer des bulbes. Vers le milieu des années 30, ça devient de plus en plus populaire ici au Québec. Alors, d'abord des bulbes de tulipes, après ça crocus, jacinthes, narcisses, etc. Et des plantes arbustives comme donc les hydrangées, les rosiers et les azalées. Donc, les plantes arbustives venaient de Belgique et les bulbes venaient d'Hollande. Donc, à un moment donné,
quelque part au milieu des années 30, les représentants hollandais et belges ont fait la tournée des horticulteurs pour leur offrir ce genre de produits-là. Et il va aussi construire de nouvelles serres, donc les serres 3, 4, 5, là, qui étaient le long de ce qui était la rue Bellerive. La rue Bellerive, dans ce coin-là, à ce moment-là, n'existait pas, là, mais ce qui va devenir la rue Bellerive, les serres étaient là. Donc, vous savez probablement que Joseph va ne pas être le seul à être un horticulteur. Alors, en 1945, il y a Lucie qui demande sa part d'héritage, parce qu'à ce moment-là, ça correspond à la période où son mari, Pierre, est déclaré invalide. Alors, il demande sa part d'héritage aux frères, donc un conseil de famille. Et en même temps, le plus jeune des frères veut aussi partir. Il va aller s'installer à Saint-Lambert. Euh, euh, donc, il va être horticulteur à peu près une dizaine d'années. Puis après ça, il va revenir à Montréal. En 1946, donc un an plus tard, c'est Paul. Donc, il va s'installer L'Angelier et Sherbrooke. Il va construire ses propres serres. Alors, d'après les souvenirs de Marcel, on va... Marcel et les autres frères vont l'aider à aménager tout ça. Et donc, c'est le deuxième qui part. En 1951, c'est autour de Jules. Donc, il va s'installer sur la rue Sherbrooke, près de Moreau, à côté de ce qui va devenir le centre d'achat Maisonneuve, puis juste à côté de l'hôpital Pasteur. Donc, lui aussi, il va avoir des serres. Et le seul frère qui va rester avec Joseph, c'est Jacques, celui du milieu. Et en 1968, il décide de prendre sa retraite. Il se retire à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, dans les cantons de l'Est. Et malheureusement, il va mourir il va pouvoir bénéficier de sa retraite seulement 3 ans. Il va mourir en 1971. Alors, le développement de l'entreprise. Vous savez que, donc, on avait l'hôtel Dupéry. Abraham Dupéry meurt en 1947. Il avait été entre 1928 et 1940 conseiller de la ville de Montréal. Il va même être pendant un certain nombre d'années membre du conseil exécutif. Donc, la succession en 1952 va vendre l'ancien hôtel Dupéry aux petites filles de Saint-François qui vont le transformer en maison de personnes âgées, vont transformer cet endroit-là. Et donc, ils vont acheter toute la moitié là, du terrain qui appartenait à Abraham Dupéry. Et en 1968, donc comme Jacques s'en va et que Joseph lui doit un certain montant d'argent, il va revendre cette partie-là. Je vais vous expliquer, là. Donc, à partir du lot 38, ici, jusqu'en bas, là, ça, c'est ce que Joseph Joseph va acheter en 1961. Les sœurs de Saint-François vont garder donc de 39, tout ce coin-là ici. Et cette partie-ci, les 4 lots ici, ça va devenir l'église des Norvégiens, qui au début de l'an 2000 va devenir une mosquée. Et c'est maintenant, actuellement, la résidence du syndicat des propriétaires des condos là, qui sont tout autour de la maison Pierre-Bernard. Alors, Marcel d'Alcantara, après la mort de son père, donc c'est lui qui devient le président. Il va vendre la première partie des terrains en 1997, donc tous les terrains derrière la maison jusqu'à Bellerive et une partie des terrains sur la rue des Marteaux. Et la maison et les terrains devant, il va les vendre en janvier 1999.
Il faut dire que le métier d'horticulteur dans les années 90 a beaucoup changé. Alors, vous êtes sûrement au courant, là, si vous allez dans un supermarché au printemps, si vous allez chez Canadienne Tailleuse, si vous allez chez Rona, vous allez avoir des plantes, de la terre en sac, du fumier de mouton, etc. Donc, c'est des gens qui vendent à très bas prix. Les horticulteurs qui cultivent, qui font des semis, cultivent, n'ont pas euh, disons, ils ne peuvent pas vendre à aussi bas prix que les grandes surfaces. Donc, Marcel va vendre à des promoteurs les terrains là, de son grand-père. Il aurait aimé, s'il avait eu plus, disons, de comptant, il aurait aimé faire une résidence de personnes âgées avec les terrains qui lui appartenaient, mais finalement, il n'avait pas les reins assez forts. Alors donc, ce que ça va devenir, là, vous voyez ici l'actuelle maison Brouillette-Bernard, là, derrière les condos qui donnent sur la rue Belle-Rive, les condos sur la rue des Marteaux. Et si on avait une photo plus grande ici, là, sur la rue Notre-Dame, vous avez d'autres condos. Donc, la maison est ceinturée de condos. C'est évident, ça s'est passé en 1999. C'est évident que si ça se passait en 2021, il n'y aurait jamais eu ce genre de développement. Mais bon, la conservation du patrimoine, c'était moins important à l'époque. Donc, la maison est actuellement ceinturée de condos. Mais heureusement, l'actuel propriétaire, c'est M. Duprat, pardon, il en prend un soin jaloux de la maison. J'ai eu l'occasion de la visiter. C'est très bien conservé. Évidemment, les promoteurs ont fait détruire la cuisine d'été. Donc, on a juste l'équivalent de la maison originale. Maintenant, pour terminer, on a la petite fille de Marcel, donc Dany Gaudet, qui est la 5e génération d'Alcantara par sa mère. Donc, elle va ouvrir une boutique de fleurs à Longueuil, une deuxième locale en 2000. Et en 2001, elle va acheter l'ancien local de Paul devient disponible. Elle va s'associer à sa mère et à Daniel Caron, une femme d'affaires, et donc elles vont acheter le commerce, l'ancien commerce de Paul. Et donc, plus tard, en 2015, elle va déménager parce que le nouveau propriétaire ne veut pas avoir de commerce, donc elle doit partir. Et donc, en 2015, elle va aller sur la rue Sherbrooke et près de Dixon. Puis récemment, là, au printemps, elle a déménagé en face du repos Saint-François d'Assise sur la rue Sherbrooke. Donc, et c'est donc la 5e génération des d'Alcantara qui font de la vente, le commerce de fleurs, donc depuis 1919. Et je vais terminer en parlant de la toponymie. Alors, on cherchait un moyen au début des années 2010 pour rendre hommage à un certain nombre de personnes. Par exemple, dans le quartier Mercier, Anne Courtemanche, la première sage-femme là, de Saint-François d'Assise dans les années 1720-1730. Alors, dans le Faubourg Contrecoeur, donc des rues, Anne Courtemanche, Gabriel Frascador, etc. Donc, des gens qui ont habité dans le quartier, d'autres qui n'ont pas habité dans le quartier, et on va nommer des rues. Et d'abord, ça devait être une rue. Et même Marcel possède une plaque, un panneau avec rue Carlos d'Alcantara. Et c'est grâce à l'échevin, au conseiller Gaëtan Primo, qui était le conseiller
de Tétroville en 2013 qu'on va décider non pas de nommer une rue, mais de nommer un parc, un immense parc là, qui est dans le Faubourg Contrecoeur, qui donne sur un des côtés sur la rue Contrecoeur. Donc, on va nommer le parc Carlos d'Alcantara pour l'honorer. Alors, voici, ça donne, vous avez une vue là, une très belle vue de ce parc-là.